Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Le 5 juillet, à l'occasion de la célébration du recouvrement de la souveraineté nationale, les autorités algériennes, à leur tête le président Abdelmadjid Tebboune, ont orchestré une vaste opération de distribution de logements et d'inauguration de nouveaux projets urbains. Plus de 179 000 logements ont été attribués à travers le pays, tandis que de nouvelles cités, comme le pôle urbain Ahmed Talb al-Ibrahimi al-Rahmaniya, ont été mises en service sous une importante couverture médiatique. Présentée par le pouvoir comme la démonstration de l'engagement du président Tebboune en faveur du droit au logement, cette séquence a été largement relayée par les médias publics qui ont mis en avant les chiffres du secteur et les réalisations accomplies depuis 2020, c'est-à-dire la première année de prise de pouvoir par Abdelmadjid Tebboune. Mais cette mise en scène suscite également des critiques pour certains observateurs et le rappel des pratiques de communication politique héritées des décennies passées où les grandes cérémonies officielles servaient à magnifier l'image de la célèbre campagne Prends la clé paysan ou Khoud al-Mftah ya Fallah des années 1970. D'autres soulignent que les vastes programmes de logement lancés sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika avaient permis la distribution de millions de logements sans faire l'objet d'une telle personnalisation ou d'une exploitation médiatique comparable. Derrière les chiffres et les inaugurations, une question se pose donc. Assistons-nous à une nouvelle politique du logement ou à une nouvelle stratégie de communication politique? Le logement est-il devenu un instrument de gouvernance, mais aussi un levier de légitimation du pouvoir? C'est ce que nous allons aborder dans cette émission avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné par Monsieur Gamal Abina, analyste politique. Gamal, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci Gamal. Avec nous aussi depuis les États-Unis, Hamid Lelou, analyste des conflits et des affaires internationales. Hamid, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Merci Hamid. Avant de commencer, nous allons écouter ensemble cette infographie. L'Algérie nouvelle et la politique du rafistolage, suspendre les importations pour économiser les devises au prix de la vie de nombreux Algériens. Les premières années de l'Algérie nouvelle ont été marquées par la suspension des importations de nombreux produits. L'objectif était de préserver les réserves de change, sans véritable évaluation des risques et des conséquences. Ces décisions ont provoqué des pénuries touchant les produits alimentaires, les pièces détachées et de nombreux médicaments. Il aura fallu des victimes et des pertes humaines pour que les autorités reconnaissent les effets de leurs décisions. En quelques mois seulement, les autorités se sont retrouvées dépassées par une crise profonde et multiforme. Une crise qui a coûté à l'Algérie bien davantage en pertes humaines et matérielles que les économies réalisées. La crise des pneumatiques n'a pas été la seule à faire des victimes. D'autres secteurs ont aussi payé un lourd tribut dans l'indifférence. Gamal Abina, tout le monde sait que le logement est un droit, mais est-ce que nous avons besoin d'une telle communication institutionnelle pour distribuer ou attribuer
des logements à des citoyens qui en demandent? Ou est-ce que c'est la date adéquate aussi, le 5 juillet, qui est la fête de l'indépendance et de la jeunesse, pour distribuer des logements? Bien sûr, c'est une date symbolique importante et c'est parfaitement normal. Après, j'ai vu dans ce que vous présentiez que, soi-disant, du temps de Bouteflika, il faisait passer communication. C'est totalement faux. Chaque fois qu'il distribuait des logements, c'était en grande pompe, sur les dates symboliques comme celle-là. Et c'est une bonne chose. Il y avait une crise du logement. Alors, quand les choses sont bien, on les critique. Quand c'est pas bien, on les critique. Il y avait une crise du logement. Les Algériens, d'ailleurs, il y a un boom de natalité parce qu'ils peuvent enfin se loger dans les conditions dignes, malgré tout. À l'époque, c'était quand même des logements. Ils étaient à 5, 6, 10 par logement. Aujourd'hui, ils peuvent se marier grâce à ces logements distribués. C'est plutôt une chose positive. Moi, je dirais que ça, c'est évident. Ensuite, je vois sur votre reportage, on va peut-être en parler, j'entends plein de trucs qui sont totalement fausses. Alors, soi-disant, on fait des économies de milliards et on n'importe plus. Et le but, c'est pour faire les économies. C'est pas le but, c'est pas les économies. On a importé comme pas possible, mais c'était le marché, 60 milliards par an, ce qui était une catastrophe. On a importé 400 000 véhicules par an, c'était stupide. Le but, c'est de faire en sorte de protéger les industries nationales, la production nationale, de produire local pour pouvoir non seulement assurer les besoins du pays, mais surtout exporter. Donc c'est une politique qui est réfléchie, ça n'est pas pour faire les économies de bout de ficelle. Puisque si c'était le but des économies, on a 80 milliards de réserves de change, on n'a pas de dette, ça va, ça va plus ou moins bien. Donc moi je pense qu'il faut quand même être un peu honnête. Quand on a, on donne des logements, c'est quasiment donné à chaque fois aux populations. Bah, je vois pas où est la critique, je la comprends pas, c'est ahurissant. Il y a d'autres pays qui rêveraient de cela, c'est le seul pays au monde à faire ça, d'ailleurs. Donc, il faut peut-être voir le côté positif. Il y a des logements distribués, c'est une bonne chose. Ça profite à la population, c'est une bonne chose. C'est fabriqué maintenant de plus en plus par les sociétés algériennes, c'est une bonne chose. Tout ça, ça va dans la bonne direction. Et pourtant, en fait, le FMI, dans son analyse annuelle des pays membres, il a adressé plusieurs mises en garde concernant l'économie algérienne. Il parle, par exemple, d'une croissance soutenue, mais toujours dépendante des hydrocarbures. Donc, la politique d'industrialisation dont vous venez de parler n'est pas tout à fait ce que décrit le FMI. Il parle aussi d'une inquiétude sur le déficit budgétaire, parce que, en fait, le principal signal d'alerte du FMI concerne les finances publiques. Il estime que l'augmentation des dépenses publiques, par exemple, combinée à la baisse des recettes liées aux hydrocarbures, a fortement creusé le déficit budgétaire et réduit les marges financières de l'État. Alors ça, c'est intéressant parce que le FMI, ça fait à peu près 20 ans qu'il nous explique que l'Algérie ne va pas bien parce qu'elle dépend effectivement, c'était juste des hydrocarbures. Sauf que la dépendance elle s'est réduite largement. On est passé de 98% à moins de 90%. Il y a donc il y a une diversification qui est entamée. Ensuite, les risques alors liés à parce que le problème du FMI, c'est que ça reste quand même une logique qui est une logique très libérale, voire ultra-libérale. L'idée de se dire qu'un État est un État social, ça ne plaît pas au FMI. Quand ils font des plans d'ajustement structurel, structuraux en général, c'est surtout pour réduire le train de vie de l'État, réduire l'aide directe à la population et faire en sorte que les comptes se redressent. Ça, c'est quelque chose qui est une logique à laquelle je n'adhère pas. Moi, je considère qu'il faut que l'État soit social et c'est une chose à laquelle qui est largement discutable. Je veux dire, le docteur Mahathir, par exemple, quand il a à l'époque en Malaisie, quand il a considéré qu'il fallait laisser filer les déficits pour, après la crise asiatique du 98, pour pouvoir relancer l'économie, son pari a été gagnant. Le déficit public de l'État, d'abord, c'est un déficit souverain. Il n'appartient pas aux étrangers, ce qui est déjà une bonne. Ensuite, il peut être parfaitement compensé par les réserves de change et les réserves spécifiques qui permettent d'alimenter effectivement les caisses de l'État. Mais ce déficit structurel, il n'est pas si important que ça. C'est à peu près 40%, si je ne me trompe pas. Le voisin marocain est à 70% de déficit des comptes de l'État dépendant d'étrangers, puisqu'ils ont une dette de plus de 80 milliards de dollars, donc 80% du PIB. Donc la Tunisie, c'est pareil. Il y a plein de pays où je ne parle même pas de la Grèce, hein, où il y a de 250% d'endettement vis-à-vis de l'étranger. Ce qui est rassurant en Algérie, c'est que une dette, c'est un déficit certes, mais une dette souveraine, comme au Japon. Le Japon a le record mondial de la dette effectivement extérieure, une dette d'État, de déficit public, mais c'est des dettes souveraines, ça appartient aux Japonais. Donc moi, les discussions de FMI, ils ont raison de rappeler qu'il faut diversifier, c'est en marche, ils le disent aussi, mais le fait qu'ils disent oui, attention, il y a un risque systémique parce que le pétrole et le gaz reculent, je rappelle que le pétrole et le gaz, depuis 3 ans, ont reculé lourdement. Là, Non, ils reprisent avec le... il parle d'une économie qui est principalement dépendante des hydrocarbures. Qui est trop, pas principalement, qui est trop dépendant des hydrocarbures avec des signes positifs. Avant, ils disaient principalement. Aujourd'hui, ils ont nuancé le propos. Ensuite, il faut rappeler que c'est une croissance à 4%.
Il y a beaucoup de pays qui rêveraient d'une telle croissance aujourd'hui, hein, je le rappelle, et que c'est une des plus fortes croissances de la zone MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc, cette croissance qui est maintenue en dépit de tout ce que dit depuis des années le FMI, à chaque fois ils annoncent des chiffres en dessous, on est au-dessus, c'est plutôt des choses encourageantes. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a une transition économique qui est en train de s'opérer, qu'il y a une production nationale qui est protégée par l'arrêt des importations, parce que quand on importait, on tuait les industries locales, c'est clair. Là maintenant, on produit à telle enseigne que même des produits algériens qui étaient inconnus ont pu faire parler d'eux. Je parle évidemment, le plus évident, c'est le Morjan, mais pas seulement. Vous avez Vénus pour la beauté, vous avez Iris pour tout ce qui est électronique, informatique et autres, et puis téléviseur et climatisation Condor. Donc on a des gens industriels qui commencent à s'éveiller grâce à la protection, ce que j'appelle le patriotisme économique, qui consiste à réduire l'importation au profit de la production nationale. Et ça permettra non seulement d'améliorer les comptes de l'État, ça permettra de lever l'impôt, c'est important de le rappeler quand même, parce que c'est 10% l'imposition en Algérie, mais ça permettra surtout de devenir, avec ces gens industriels qui commencent à se constituer, des concurrents à ceux qui nous vendaient des produits. On pourra investir les marchés extérieurs en satisfaisant le marché national. Je rappelle une vraie réussite de l'Algérie, que le FMI souligne aussi, c'est que 80% des besoins algériens en matière pharmaceutique, on est le taux le plus élevé d'Afrique, sont produits par des industries algériennes. C'est idéal et d'autres. Donc il faut faire très attention à ça. Quand on donne des chiffres brutaux, bah, ils nous sont favorables. Mais quand on dit effectivement qu'il faut faire un effort, et le FMI le dit à chaque fois, il y a un effort à faire dessus, il ne peut pas faire l'économie du fait que effectivement les comptes de l'État sont dans le vert, qu'effectivement une diversification au niveau national qui a été opérée, et que maintenant il faut augmenter l'outil de production et d'exportation pour faire en sorte que la diversification à l'export commence à se voir. Mais sur le plan national, je suis désolé de vous le dire, on est déjà diversifié. Merci Gamal, restez avec nous. Hamid Lello, est-ce que vous partagez l'analyse de Gamal Abina? Hamid, Pas pour habitude de tout critiquer. Tout d'abord, je suis d'accord avec la date du 5 juillet. C'est une date symbolique, hautement symbolique et importante pour l'Algérie et les Algériens. Que les inaugurations de grands projets, les réalisations soient annoncées ou bien distribution de logements et autres se fassent le 5 juillet, j'y trouve aucun inconvénient, aucun problème. Tant mieux si vraiment ils arrivent à réaliser 500 000 ou 140 ou 150 000 logements avec un plan d'1 million de logements, tant mieux, tant mieux. Ça, c'est bien pour l'Algérie. Sauf que il faut être aussi honnête et sincère. Même si vous défendez la politique d'un gouvernement, on a besoin d'être sincère et avoir une intégrité intellectuelle. À qui ces appartements sont attribués? Parce qu'on voit toujours la pagaille, les gens qui ont droit à plusieurs logements, alors que d'autres, ils attendent des années et des années. On a toujours des appartements vacants, des appartements qui sont sous-loués, des appartements qui sont revendus, même si c'est interdit, ils trouvent toujours un moyen de le faire parce qu'il y a un groupe qui bénéficie de ces avantages. Deuxièmement, la planification dans l'urbanisme. Moi, j'ai vu les HLM, c'est des blocs et des blocs et des blocs à l'infini. C'est des boîtes de sardines, on entasse des centaines de milliers dans des HLM et on sait que c'est la politique de la France dans les années 60 et qui a transformé ces HLM en ghettos. Et c'est ce qu'on va faire en Algérie dans un futur proche. Les projets, pourquoi se limiter au nord? Pourquoi c'est toujours autour d'Alger, toujours le nord, il n'y a rien dans le sud, il n'y a rien sur les hauts plateaux, il n'y a pas cette politique, ils en parlent, comme ils parlent de sortir de cette politique d'hydrocarbures et d'économie extractive, ils parlent, mais ils ne le font pas. La durée de réalisation, comme vous l'avez bien annoncé, souvent, beaucoup de ces projets ont été lancés pendant l'ère de Bouteflika. Pas pour lancer des fleurs à Bouteflika, mais ça a toujours été le cas. Des projets qui sont planifiés pour être réalisés au bout de 5 à 10 ans, c'est le double au minimum. Et c'est ça, c'est un problème. c'est le cas de la grande mosquée d'Alger d'ailleurs. Le cas de la grande mosquée d'Alger, le cas de la route Est-Ouest, le cas des logements, beaucoup de cas, c'est planifié parce que quand vous planifiez un projet sur 10 ans, par exemple, et que vous le finissez au bout de 15-20 ans,
vous êtes en train de payer des intérêts sur les coûts, et ça augmente le coût, bien sûr. Et justement, revenons à ce coût. Quel est le coût initial et quel est le coût final? On ne le sait pas. Il n'y a pas de transparence. Tout se fait dans l'opacité. Pourquoi l'Algérien? D'ailleurs, je vais corriger une erreur, je ne sais pas, peut-être une erreur de langage. Les appartements ne sont pas donnés. C'est un droit, comme vous l'avez dit, ça appartient aux Algériens. Il y a les appartements sociaux, il y a les appartements qui sont soutenus par l'État à travers le paiement, il y a plusieurs formules, mais ce n'est pas donné. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas donné. Et tout ce qui appartient au sous-sol algérien, tout ce qui vient du sous-sol algérien, il appartient aux Algériens, il n'appartient pas à l'État pour dire qu'il est en train de le distribuer gratuitement. Il y a aussi la qualité. On a vu des vidéos, on a des amis et des proches qui disent qu'ils ont acheté ces appartements et ils ont fini par refaire beaucoup de choses. Pas pour modifier, mais le carrelage ne tient pas, les murs se dépeignent parce que c'est pas isolé, il y a l'humidité, ils changent l'étanchéité, donc la qualité n'y est pas. Et enfin, il y a pas d'espace vert. Moi, j'ai vu, ils ont montré beaucoup de ces appartements, il n'y a aucun espace vert. Et vous ne pouvez pas construire sans qu'il y ait d'espace vert, des aires de repos, des aires de jeu pour les enfants. Et vous savez, je continue à faire mes sorties un petit peu hebdomadaires, une fois par semaine, et je parle aux gens. Et là où je suis, j'ai créé un espace, j'ai loué un terrain, 100 mètres carrés, où je fais du jardinage. Et c'est rien, j'essaye d'expliquer aux gens, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous et tout ça. Et les gens me contactent, ils me disent, mais on a essayé, mais ils nous empêchent, la mairie nous empêche de faire ça. Je dis, ben, je les encourage, je leur dis, essayez de travailler avec la mairie pour créer ces espaces verts parce que c'est bien, c'est la nature, vous pouvez consommer vos produits organiques pendant 3 mois dans l'année et ça aide à l'éducation des enfants, à les rapprocher de la nature, etc. Donc il y a ces détails qui montent, beaucoup de détails qui montent et, et la conclusion de tout ça, moi ce que je regrette dans cette Algérie nouvelle, c'est que oui, il y a certaines choses qu'on voit et qui changent, mais l'Algérie tourne à peut-être 10% de son potentiel. C'est ça le problème, c'est ça le drame. Ils peuvent toujours montrer qu'il y a des projets, qu'il y a une usine, qu'il y a ceci, qu'il y a Nutella ou je ne sais pas, la marque qui est exportée. Mais c'est à 10% parce que si l'Algérie tournait ne serait-ce qu'à 50%, on aurait pu éliminer beaucoup de problèmes. Alors vous me direz pourquoi ce n'est pas possible? Ben, c'est voulu, c'est justement parce que le régime tel qu'il fonctionne fait que on induit ou on impose ces limitations. Et enfin, mon dernier commentaire, l'ajustement structurel avec le FMI ou la Banque mondiale, je suis d'accord, c'est des gens, c'est des banques. Hein. Après tout, ce sont des institutions qui appartiennent à des États, c'est une institution internationale où les portefeuilles, les holders, c'est des États, mais ils fonctionnent comme une banque. Alors le problème avec une banque, quand vous pouvez ou bien être souverain ou ne pas être souverain avec la dette que vous avez. Là, je suis d'accord. Le problème avec l'Algérie, ou bien c'est pas le problème. La situation algérienne est que nous avons vécu dans les années 80. Quand l'Algérie n'avait pas cette aisance financière, elle ne pouvait plus prétendre cette souveraineté. Et dans ce cas-là, la banque, elle revient, elle vous dit non, on va vous imposer cet ajustement structurel parce que c'est notre argent. On a un mot à dire sur cette dette parce que vous n'êtes pas capable de la rembourser. Pour le moment, l'Algérie, elle jouit de cette aisance monétaire et je suis d'accord qu'un des critères ou une des raisons qui fait qu'il y ait cette aisance monétaire, c'est les rentrées en devises, bien sûr, mais c'est aussi le fait qu'ils éliminent les importations. Je suis d'accord pour éliminer les importations, mais il faut être sélectif, mais de façon objective, où le consommateur ou bien le producteur algérien n'est pas pénalisé.
Par exemple, moi, je parle à des petits entrepreneurs en Algérie qui ont été obligés, à cause de cette nouvelle politique de limiter l'importation que je supporterai au conditionnel et en partie, si cette limitation n'est pas faite de manière systémique juste pour économiser. Il y a des produits essentiels qui ont besoin d'être là, il y a des machines qui ont besoin de tourner et ça ne sert à rien de couper l'importation juste pour baisser ou rabaisser les niveaux d'importation et dire que nous n'importons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines interdictions d'import et au bout de 5 ans, ils reviennent, ils disent ah bon maintenant on doit importer parce qu'on n'a pas trouvé de solution à ça. Le problème en faisant ça sans planifier, vous créez un autre problème parce que ces mêmes producteurs, ces mêmes petits entrepreneurs, ils disent que pendant qu'ils m'ont interdit d'importer, j'ai dû licencier un certain personnel, j'ai dû arrêter certaines machines. Au bout de 5 ans, quand vous revenez, vous me dites, vous pouvez redémarrer vos activités, ça me coûte 2 fois plus cher parce qu'il faut relancer la chaîne de production, il faut remettre ces machines en service, il faut réembaucher ceux qui étaient partis. Souvent, ils trouvent un autre travail et à ce moment-là, il faut former un personnel. Merci Hamid, le message est bien reçu. Justement, dans le cadre de ces réalisations, Tebboune a inauguré des infrastructures sanitaires. On va regarder ça ensemble et l'écouter. C'est un grand acte. Vraiment, c'est صراحة هذا السنين الأخيرة هذه انطلاقا من المستشفى تاع الحروق البالغة إلى الوصول إلى مستشفى جراحة الأطفال عند الولادة، يعني خطوات عملاقة تخطوها الجزائر. قطاع الطب في الجزائر. Gamal Abina, l'Algérie a fait des pas de géant sur le plan sanitaire. Il cite notamment la réalisation de quelques hôpitaux. Est-ce que l'on peut attendre un soulagement pour nos patients ou est-ce que c'est juste de la communication institutionnelle lorsque l'on connaît l'état des hôpitaux algériens et lorsque l'on sait aussi que le président Tebboune lui-même se soigne en Allemagne? Covid et c'était une maladie extrêmement peu connue, donc logiquement, il a bien fait de choisir un pays où il y a peut-être une expertise qui l'a sauvé, d'ailleurs tant mieux. C'est quoi Donc cette non, maladie? C'est quoi cette maladie c'était le Covid, c'était le Covid. Il a été soigné pour le Covid. Et donc D'accord. il faut faire attention à ce qu'on dit. Là, on parlait vraiment d'une pandémie mondiale, tout le monde était en panique, il est normal qu'on essaie de trouver des solutions là où elles sont les plus adaptées. Parce que dans le domaine de la recherche, les Allemands sont très élevés. Et c'est très bien qu'il ait fait en Allemagne et pas en France. Et il est Mais retourné dernièrement aussi. C'était pas dans la période, seulement la période du ah bah, Covid. c'est qui s'est bien entendu avec ses médecins, mais c'est pas un problème. Surtout que c'est les médecins algériens. Moi, par exemple, j'ai été suivi là récemment par un médecin algérien. Je suis très content. Et c'est Non, mais un très bon est-ce que boulot. le message de Tebboune, lorsque il se déplace en Allemagne pour se soigner, c'est qu'il ne fait pas confiance à nos hôpitaux? Non, pas du tout, c'est une question de domaine d'expertise. Peut-être qu'il a un truc spécifique, tout le monde ne le traite pas. Il y a des protocoles dans le reste du monde qui existent, qui ne sont pas forcément chez nous, hein. Faut pas oublier qu'on est en Afrique, il faut quand même relativiser. On a la chance d'avoir ces hôpitaux, hein. Il y en a beaucoup qui vont critiquer, mais au moins il y a des hôpitaux. Alors l'excellence des médecins, elle n'est pas discutable, hein. On voit, les Français sont très contents de les avoir. Le problématique qui se pose, c'est quoi? C'est améliorer ce qu'on a. Il faut arrêter de critiquer ce qu'on a, mais c'est améliorer ce qu'on a. Alors là, il y a des problématiques qui sont réelles, qui doivent être pensées, planifiées, réfléchies pour en sortir. Mais je suis désolé, c'est vrai que d'inaugurer les hôpitaux un peu partout dans le territoire, c'est une chose importante. Tout à l'heure, j'entendais par exemple que les hauts plateaux n'étaient pas investis. Ben si, ils ont été investis sur la question de l'agriculture. Ils commencent à faire des trains du nord vers le sud. On commence à avoir une autoroute au plateau qui est en construction. Il y a des plans qui sont faits sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a d'autres plans qui sont faits sur 2 ans. On a vu cette fameuse autoroute qui va relier le sud au nord. Sur 2 ans, ça a été inauguré. C'est quand même exceptionnel. Donc, il y a actuellement à Alger, par exemple, ils sont en train de faire tout le front de mer. Ça va très vite. Ça, c'est pas des planifications qui étaient antérieures à M. Tebboune. Le fait d'augmenter notre production nationale, c'est M. Tebboune qui a garanti qu'effectivement, dans les magasins algériens, on ait des produits algériens. Ça fait 7 ans, c'est pas vieux, hein. Donc, il faut du temps, parce qu'une machine économique, ça prend du temps. Pour répondre à l'idée que les logements, c'est un dû pour le peuple, je suis pas d'accord avec ça. Les Français avaient du gaz, un peu, beaucoup de charbon. Est-ce que le Français se dit, ça m'appartient parce que le charbon est français? Non.
Le Français dit le travail m'appartient. Moi, je pense que de distribuer des logements de l'Algérie, c'est une générosité que peu de pays connaissent dans le monde. Il faut être très clair, voire quasiment aucun. Dans les pays en général, la richesse nationale ne permet pas, n'autorise pas de donner des logements. Les Libyens le faisaient effectivement sous Kadhafi. C'est une politique très particulière qui avait appliquée. Mais en règle générale, de dire c'est normal de recevoir un logement gratuitement, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Or, effectivement, beaucoup de logements, c'est pour ça que je parle de gratuité, ont eu un coût très bas, c'est sous le coût de la construction, il faut être très honnête. Et eux, in fine, comme les familles ne pouvaient pas rembourser, on leur a donné. C'est ça la réalité. Donc, c'est pas parce que c'est le gaz et le pétrole. Je pense que le gaz et le pétrole sont là pour garantir la structuration, la modernisation des infrastructures lourdes. C'est nécessaire. L'éducation de masse, ça a été fait. Le fait de faire en sorte que le pays se modernise et s'améliore, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout mettre sur le gaz et le pétrole. Après, il y a la valeur travail qu'il faut valoriser. Et donc, la question de logements qui sont donnés normalement, non, c'est génial. Moi, je suis content qu'ils le fassent. Il y a HLM qui doit distribuer. Alors après, on dit ils vont se dégrader. Il y avait une urgence de besoin et une nécessité de logement. Une fois que les HLM sont en place, ce n'est pas des tours de 50 mètres, hein. C'est quand même des logements qui sont 5-6 étages maximum, on n'aura pas les problématiques françaises. Il faut améliorer ce qu'on a à l'ordinaire. Des commerces de proximité, un peu de verdure, un peu d'espace vert, un peu d'espace de jeu. Oui, ça doit être ajouté, mais ça prend du temps, encore une fois. Et puis je dirais simplement par rapport à la question que vous avez évoquée, le fait d'inaugurer des choses, d'abord, ça crée un effet d'entraînement intéressant. Ça montre que le pays bouge. Ensuite, il y a par exemple 5 stations de dessalement d'eau de mer. On a des besoins énormes en eau actuellement, qui ont été inaugurées sous la mandature de M. Tebboune. On ne peut pas lui retirer cette qualité. Il y croit, il y va, il le veut. Réduire la question des importations, par exemple, de dire oui, il y a des manquements. Ben, évidemment, le but, c'est de mettre un coup de fouet aux industries algériennes pour compenser. Ça a marché dans le domaine pharmaceutique. Maintenant, on alimente le pays. Ça a marché dans le domaine de l'agro-industrie. C'est que les produits algériens qui sont vendus, c'est très bien. Ça va marcher dans d'autres domaines d'expertise et d'excellence. Je parle effectivement de l'électroménager. Vous allez voir un magasin Iris, ils ont tout maintenant. Et du design, pas du bas de gamme. On avait besoin de protéger nos industriels locaux parce que sinon, le pays resterait sous dépendance et c'était dangereux. Je veux bien tout entendre. Les années Boutef, c'était les années de restructuration, de réduction de la dette, d'anticipation des règlements. C'était retirer la pression sur la dette extérieure avec le Club de Paris qui était négocié. C'est surtout lancer des grandes infrastructures. Mais je rappelle qu'elles continuent, ces infrastructures. Le métro d'Alger, qui va bientôt être inauguré l'année prochaine, ça, c'est pas Tebboune, ça, c'est pas Bouteflika, c'est Tebboune qui a poursuivi. Parce qu'il y a plein de chantiers qui ont été lancés, qui ont été poursuivis. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a eu une crise en 2014 qui a été catastrophique, un contre-choc pétrolier comme en 86, et que l'Algérie était résiliente. Elle ne s'est pas effondrée comme le Venezuela. Parce que malgré tout, il y a quand même eu des dispositifs qui étaient mis en place, des fonds de régulation, des réserves de change qui ont été entamées mais qui ont quand même résisté. Aujourd'hui, on a pleine croissance, il y a une relance, il y a des réserves qui sont reconstituées. On a une aisance financière qui nous autorise à échapper à ces banques. Ce sont des banques, la Banque mondiale et la FMI, qui, elles, fonctionnent comme des banquiers. C'est-à-dire que débit crédit, il faut être rentable. Sauf que, je le dis et le répète, la vie humaine n'est pas rentable. On se fragilise avec le temps. Et le fait de ne pas soigner des gens, c'est infâme. Il faut continuer à donner les soins gratuits aux hôpitaux. Il faut continuer à donner l'éducation gratuite. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis content que l'Algérie ne soit pas tombée dans le piège de l'ultralibéralisme. Elle doit se préserver de cette horreur parce que Mais l'ultralibéralisme, est-ce c'est les que, pays est-ce que africains vous qui savez, Jamal Abina, est-ce que vous savez combien un patient algérien cancéreux attend pour avoir un rendez-vous pour une chimiothérapie ou une radiothérapie? Alors là, c'est amusant. Vous êtes tombé exactement sur l'exemple. Ça prend des mois. Il faut Attendez, parler attendez, aux attendez. Algériens. Il faut Vous êtes tombé parler aux Algériens exactement sur l'exemple. Oui, vous êtes tombé exactement sur l'exemple. Ça, c'est génial. Je l'invente pas. Un taxi que j'ai pris, un taxi informel que vous connaissez, InDrive, m'a reçu et je lui ai demandé comment ça se passait. Il m'a dit ouais, c'est pas trop. Bah, je discute comme avec tout le monde. Et il dit ouais, malheureusement, ma femme est atteinte d'un cancer du sein. J'ai dit ah malheureusement. bon? Et là, j'ai creusé. Il m'a dit: «C'est quand même extraordinaire, on est pris en charge». Ils sont pris en charge. Elle est suivie depuis 5 ans et la chimio est la totale, hein. C'est-à-dire que le travail est fait. Alors c'est pas peut-être pas égal partout, mais lui à Alger, je l'invente pas. Alors mais je vois que Hamid Lelou, rit de ce que je viens de dire là, il devrait pas trop rire parce que je suis pas un menteur moi. Juste pour, corriger une, bêtise que vous avez dit la dernière fois sur moi que j'ai pas apprécié du tout, parce que je suis parti au moment où elle est sortie. Je ne suis pas payé pour dire ce que je dis. Ce que je dis, je le pense. Je suis payé par personne. Je travaille. Personne n'a dit que vous êtes payé pour Non, dire non, ce que vous dites, Gamal non, non, Abina. non, c'est pas votre mission.
Non, non, c'est pas votre émission. L'autre émission que j'avais fait il y avait Karim Tabou et d'autres personnes, il a attendu que je sois parti ou peut-être qu'il le regrette. Et il a dit voilà, quelqu'un qui est la caractéristique des gens qui sont payés pour dire n'importe quoi. Sous-entendu, je t'ai payé pour ça. Ça, j'ai pas apprécié parce que Monsieur Lelou, j'ai ma propre société, parce que j'ai mon propre talent et que je ne suis payé par personne. Ce que je dis, je le pense. C'est dur à entendre parce que vous êtes dans l'opposition. Moi, mon opposition, vous savez quoi, quelle forme elle a? Elle a une forme positive. Si une chose ne va pas, je l'annonce, je la dis. Et à ce moment-là, il faut trouver une solution. C'est pas l'opposition pour s'opposer. Si vous n'avez pas de proposition à faire, c'est pas la peine de parler. Mais aujourd'hui, la dernière fois quand j'ai entendu ça, ça m'a un petit peu énervé, c'est devant Nasser d'ailleurs, parce que c'est un coup d'endominable, et ensuite parce que je vous le confirme, je suis pas payé pour ce que je dis. Moi, ça fait 15 ans que je fais la télévision avec l'Algérie. Merci, J'ai jamais merci, été payé une seule fois merci, pendant Gam. 15 ans. Pourquoi? Parce que je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Parce que nous, les Algériens de l'étranger, on fait cet effort de vouloir faire en sorte que ça marche. Juste pour clarifier. Donc, par rapport à ça, quand je vous donne un témoignage d'un homme qui m'a dit que sa femme était suivie pour un cancer et qui m'a dit qu'elle était bien suivie, il ne va pas mentir. Il n'y a pas intérêt à le faire. Tout n'est pas rose en Algérie. Il y a des choses à améliorer comme dans tous les pays du monde. Mais il y a des choses positives. La prise en charge de l'État, du système scolaire, du système médical, même s'il n'est pas top, mais il est quand même au rendez-vous. Cette prise en charge, c'est quelque chose que je donne au crédit de l'État national algérien socialiste. Et c'est les valeurs de la Révolution qu'on a conservées. Et j'en suis très fier. Merci, Gamel. Toujours dans le cadre des hôpitaux, le cadre sanitaire des hôpitaux, on va écouter ce que a dit Abdelmajid Tebboune des médecins algériens. أعتقد أن المستوى نتاع الأطباء نتاعنا ما في بعض الأحيان أحسن من مستوى نتاع بعض الدول الأوروبية، هم باعترافهم هما. يعني أنا نشجع كل الأطقم الطبية المواصلة حتى نصل إلى صفر جزائريين يمشوا للخارج إن شاء الله، مهما كانت الأمراض نتاعهم نتمنوا يتعالجوا في بلادهم مع دواويهم. يعني قضية نيف، ماهيش قضية فلوس ولا قضية درهم، قضية نيف يعني باش ما يمشيش. Les médecins algériens sont qualifiés de l'aveu même des étrangers, dit Abdelmajid Tebboune. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce que vient de déclarer le président. Sauf que beaucoup de médecins quittent aujourd'hui le pays pour se retrouver dans des hôpitaux européens, notamment français. Rien qu'en 2024 ou en 2025, plus de 3000 médecins algériens ont quitté le pays pour s'installer dans des hôpitaux français dans le cadre d'un concours que la France organise à chaque année, je pense. Comment se fait-il qu'on a les meilleurs médecins, mais Abdelmajid Tebboune se soigne toujours en Allemagne? D'ailleurs, c'est ce qu'a annoncé la présidence allemande. Monsieur Tebboune sera de retour en Allemagne dans 3 jours, c'est-à-dire dans quelques jours, le 16 juillet. Votre commentaire, Hamid Lelou. Vous avez pris le cas de la santé. J'ai envie de rebondir sur quelques points, mais je vais répondre directement à cette question. Le secteur de la santé, effectivement, nous avons des compétences. Nous continuons à avoir des compétences et certaines compétences ont décidé, à leur honneur d'ailleurs, à leur honneur, ils ont eu le courage de rester en Algérie, de continuer à travailler. Nous avons encore des professeurs de renom qui font des miracles. Allez, je vais faire comme notre ami Abina, je vais donner une anecdote. J'ai un ami ici aux États-Unis qui se soignait ici chez lui, et puis en Algérie, il a rechuté, il a dû avoir une intervention très, très, très pointue d'urgence. Ça avait très, très bien réussi. En revenant ici, son professeur lui a dit « Je n'aurais pas pu faire mieux ». Ça confirme ce que M. Abin a dit. Et moi, je ne... Mais, il y a toujours un mais. Je lui pose la question. Comment se fait-il qu'il vous ait pris en charge de ça? Il m'a dit, oui, professeur, c'est un ami et j'étais parti en une urgence. Il a mobilisé tous les moyens pour moi. Le problème, c'est que, comme je dis, moi, les institutions sont prises en otage. Il y a des degrés de privilège. Il y a des gens qui se font soigner très bien en Algérie, mais ce n'est pas un citoyen lambda.
Le citoyen lambda, il faut qu'il aille chercher sa propre seringue, ses pansements, les médicaments. Le médecin, il est là, mais le médecin, il a les mains liées. Le médecin, il obéit à la structure telle qu'elle est et telle qu'elle est gérée. Le problème n'est pas dans les compétences des médecins. Le problème, c'est ce qu'on vit, ce qu'on appelle une violence structurelle. C'est la structure qui ne marche pas bien et qui est systémique, c'est-à-dire que ça devient normal, c'est la normalité qui change. Et donc, moi, je ne vais pas critiquer les médecins algériens, d'autant plus que ceux qui partent à l'étranger, après un petit recyclage de 2-3 années, ils redeviennent ou ils font une compétition avec les médecins au niveau de la France ou bien au niveau D'ailleurs, en ce moment, Hamid Lello, il y a beaucoup de médecins qui dénoncent les conditions dans lesquelles ils travaillent dans les hôpitaux algériens. Bien sûr, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas les médecins. Le problème, quand je dis, c'est Tout à structurel, fait, c'est tout la à fait. gestion, c'est les décisions qui sont d'ailleurs politiques, le management. Et moi, j'ai Le manque toujours parlé. d'infrastructures. Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, M. Abina va le confirmer, moi j'ai jamais dit qu'on avait affaire à une dictature militaire, c'est pas le problème. Nous avons affaire à une police politique qui a pris en otage les institutions, et c'est pour ça qu'au début de cette émission, j'ai dit l'Algérie, c'est une estimation, elle tournerait peut-être à 10-15% de son potentiel. Et c'est pas parce que M. Abina dit que ça marche qu'on va le croire sur parole. Je ne vous traite pas de menteur, mais quand j'ai dit que vous êtes payé, je n'ai pas dit que vous êtes payé en cash, il faut comprendre ce que je dis. Vous soutenez les thèses de ce régime de police politique. Pour moi, vous n'êtes pas dans l'information, vous êtes dans l'agitation. Le problème, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Je sais que vous êtes beaucoup plus intelligent que vous ne paraissez. Et le problème avec vous, c'est que j'aurais aimé que vous soyez convaincu de ce que vous dites, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot baltagie des médias, parce que vous n'êtes pas dans le déni. On est dans le déni quand on est foncièrement convaincu de ce qu'on dit est vrai. Ils n'ont pas besoin de vous payer avec de l'argent, mais vous pouvez bénéficier de pas mal de privilèges. Tant mieux pour vous, vous pouvez aller en Algérie, vous pouvez jouir de beaucoup de... Moi, j'ai pris la responsabilité de m'opposer à ce système qui fait mal à l'Algérie, qui nuit à l'Algérie. Et vous pouvez imaginer que je fais beaucoup de sacrifices. Je ne peux pas rentrer en Algérie, je ne peux pas bénéficier de l'Algérie. Je suis quand même né en Algérie, j'ai mes souvenirs, j'ai grandi en Algérie, mais je ne suis pas là pour pleurer sur Votre sort. mon sort. Je ne suis pas là pour pleurer sur mon sort, mais si je peux aider l'Algérien, et d'ailleurs, mon travail, c'est je suis éducateur, et quand je fais mes sorties sur mes réseaux sociaux, c'est ce que je fais. D'ailleurs, je vais l'annoncer à un groupe qui est en train de nous écouter. Je vais faire une formation sur le management et la gestion des prises de décision en groupe à un groupe d'Algériens ou petits entrepreneurs qui sont en Algérie. On fait ça par Internet. Je travaille avec des jeunes éducateurs qui, malheureusement, n'ont pas les moyens. Et moi, c'est des choses, c'est des services que je fais payer quand je travaille en entreprise. Mais pour mes compatriotes algériens, je le fais de manière bénévole et je suis très content de le faire. Donc, je contribue. Ce n'est pas parce que je critique que je vais proposer des solutions. Je ne peux pas proposer des solutions à des gens qui ne sont pas prêts d'écouter mes solutions, qui ne sont pas prêts parce qu'ils sont pris en otage. C'est ça le problème, c'est ça le drame de l'Algérie. Mais quand je suis en contact avec des Algériens qui sont dans l'éducation, dans le management, on parle, on discute. Je partage certains de mes travaux, que j'ai accès à une base de données extraordinaire que je partage avec eux. Je leur envoie des articles académiques, je les aide à faire des recherches. Donc ça, c'est ma contribution. Maintenant, proposer à votre Baltagie national des solutions, non, il est incompétent, il n'est pas à sa place.
Et il ne devrait pas être là, ni lui, ni son gouvernement ou son pseudo-gouvernement. Voilà. Merci Hamid. Gamal Abina, vous avez peut-être quelque chose à dire Oui, oui, je vais dire les choses simplement. D'abord, je vais régulièrement rencontrer des gens de la diaspora en France et à l'étranger, des associations qui m'appellent pour prendre la parole, pour encourager. J'ai passé un appel vidéo, plusieurs appels dans les grands médias en vérité, parce que j'ai la chance d'être visible dans certains médias. Et j'ai passé un appel pour dire aux Algériens, investissez dans votre pays, tout en tenant compte des réalités. Alors, le fait de dire que je suis intelligent n'a aucune importance. Ça me- ça me- Ça n'a aucun impact sur moi parce que je connais mon niveau, que je rougis pas. J'ai eu des débats à n'en plus finir avec des gens que je trouvais médiocres, donc c'est pas un problème. Mais je note effectivement l'agitation, tous ces mots-là. Ma seule agitation, elle va dans une direction. Par exemple, je dis l'administration est difficile. Je ne m'en cache pas, hein. Vous avez affaire à ce verrou administratif qui est long. Et je dis aux Algériens, investissez quand même et acceptez de galérer avec l'administration. Prenez le temps de faire les choses en Afrique. Prenez le temps parce que vous finirez par gagner. Voilà ce que je dis. Toujours discours positif parce que j'y crois. Je le fais moi-même, j'étais confronté à ça. Donc là, la question de l'administration est même dénoncée par le gouvernement qui dit que c'est pas possible, qu'il fasse pas d'efforts et c'est pour ça qu'il numérise. Donc on tente des solutions et c'est les solutions qui sont les bienvenues. J'en ai bénéficié non pas par des avantages qui seraient liés à ma personne, mais simplement j'ai pris ma carte d'identité tranquille après un rendez-vous fait sur Internet. Ça veut dire que ça marche. Ensuite, lorsque je lance un appel, il est très bien Mais réceptionné après, et Gamal Abina, la numérisation, ce n'est pas seulement une pièce d'identité. Est-ce qu'on peut parler de numérisation aujourd'hui lorsque l'on a un marché parallèle de la devise en plein cœur de la capitale Alger? c'est marrant que vous parliez de ça parce que ça me fait toujours rigoler cette histoire de devise. On s'en fiche, ça n'a aucune importance. Ah Alors bon? maintenant, puisque... Oui, je vais le dire tout de suite, parce que Hamid Elou, il connaît quand même un peu l'économie, donc il va comprendre de quoi je Un parle. marché Ça, parallèle de la devise en plein oui, cœur de la ça n'a capitale, ça n'a aucune aucune importance. importance. Aucune importance parce qu'on a à peu près 3 à 4 millions à faire le voyage, bon, 1,5 million au jugé 2 millions peut-être par an, à faire le voyage en Algérie. Ça n'intéresse que les gens qui viennent de l'étranger pour changer. Ça n'a pas d'impact significatif sur l'économie du pays. Ça Ça n'est pas intéresse vrai. Au aussi contraire. ceux qui viennent du pays à l'étranger. Oui, mais on s'en fout, c'est pas important. Est-ce que ça ralentit l'économie? Non. Est-ce que ça a un impact négatif? Non. Est-ce que ça pèse sur le PIB? Non. Ça ne pèse sur Bien rien. sûr, ça impacte l'économie nationale. Si on avait Mais pas du tout, puisque c'est que nous, les étrangers, qui faisons ça. Quand on arrive, il y a pas, et pour l'instant, ils n'ont pas encore installé l'échange officiel, donc on fait l'échange à la rue. Et C'est un peu lourd, mais c'est comme ça. pourquoi il n'y a pas de change officiel? Pourquoi il n'y a pas de bureau de change? Parce que, je vous le dis directement, parce que la tradition algérienne, qui est plutôt socialiste, on La sait très bien, tradition. les banques. Oui, la tradition de la révolution, elle est socialiste. On sait très bien que les banques, c'est pas leur truc, qu'ils n'ont pas vraiment fait d'efforts là-dessus. C'est un peu comme les banques soviétiques, il faut du temps pour installer ça, c'est une mentalité qui doit changer, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il Mais c'est trop y en a simpliste qui en quand même, profitent. dire la Ah non, tradition c'est pas simpliste. algérienne. Non, c'est pas Donc, simpliste. C'est pas un pays touristique. Parce que ça n'est pas un pays touristique, le change, on s'en fout. C'est clair. On est d'accord. non, Les non. seuls touristes qui viennent en Algérie, c'est les Algériens. Donc la problématique, c'est que le change dont vous parlez informel, quand à l'époque c'était un euro pour. Non, un franc pour 3 euros, pour 3 dinars, je dis une bêtise, dans les années 80, ça dérangeait personne. Là, évidemment, il y a peut-être des gens qui en profitent. Mais je vous dis, c'est à la marge. Est-ce que ça a un impact significatif sur l'économie? Non. Il faut faire très attention à ce qui est dit. Moi, ce qui me pose problème en Algérie, c'est les lourdeurs administratives. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les réformes sont mises en place. Et on les voit venir. Il faut être très honnête un petit peu là-dessus. Ensuite, ce qui m'intéresse le plus en Algérie, quand je fais les appels, c'est que les Algériens investissent et le font. J'étais le week-end dernier sur le salon Investir en Algérie. Ça a été un carton. Ça faisait plaisir. Les gens y croyaient, ont envie de réussir. Parce que la diaspora algérienne dont on parle beaucoup, elle constitue 1/5 de la population. On a à peu près 20% dehors des frontières. 1/5, on estime qu'on est entre 6 et 8 millions. Donc si c'est 8 millions, ça fait 20%. Eh bien, si cette diaspora commence à investir avec à la fois investissement intellectuel, évidemment, investissement en nature, investissement en industrie, investissement financier, si on arrive avec ces leviers de devises qui sont transférés dans notre pays, on fera un carton. Mais il faut se mettre dans la tête qu'il y a des lourdeurs. On est en Afrique aussi, pas l'oublier quand même. C'est un peu lent, c'est un peu compliqué, ça se discute. Mais quand vous travaillez en Algérie, c'est là où je tiens à attirer l'attention des gens, et je fais ce travail-là moi-même, même en dépit de la galère que ça représente. Quand vous réussissez à lancer votre activité, il n'y a pas de plafond de verre. On n'est pas en France. C'est pas le nom de l'arabe qui va vous bloquer. Donc c'est important de le rappeler. Et moi, je suis quelqu'un Non, qui mais le passe marché, toujours. écoutez, monsieur Abina, le Ouais. marché de la devise à Alger ne concerne pas seulement la diaspora algérienne à l'étranger. Ça intéresse ceux qui les vendent et ceux qui les achètent. Elle concerne aussi ceux qui Ceux qui vendent et qui achètent. viennent à C'est Paris des avec bancaires des quand même. valises
de liasses d'argent pour acheter des appartements, pour investir à l'étranger, Ah, Je non pourrais peut-être seulement à dialoguer Paris, avec mais dans lui. d'autres pays aussi. et vous vous rendez Je compte, pourrais bon, peut-être lui imaginons, répondre. juste très rapidement, Et tout imaginons que ça, ce que vous dites. et tout ça ne passe pas par le circuit officiel. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, parce que les banques sont faiblardes, on est en train de les réformer. Mais imaginons ce que vous dites effectivement est réel. Il n'y a pas de problème là-dessus, on peut l'accepter. Il y a des gens qui prennent la devise pour acheter des appartements. D'abord, ils sont algériens, donc ça appartient aux Algériens, mais au-delà de ça, est-ce que ça a un impact significatif sur l'économie du pays? Non, c'est nous qui apportons l'argent. Maintenant, ça pèse combien? Les Marocains, ils font les transferts en général des MRE, c'est à peu près 17 milliards de dollars par an, entre 17 et 18 milliards de dollars, d'accord? Nous, on est moins nombreux à le faire, ça se fait par l'informel. On peut estimer que ce soit à peu près un montant équivalent, autour de 15 milliards. Je ne crois pas qu'il y ait 15 milliards qui passent par les valises, mais imaginons. Mais quel impact ça a sur un PIB à 320 milliards? C'est marginal, c'est rien. L'intérêt pour l'Algérien qui prend de l'argent sur place, il est favorisé en termes de change, c'est qu'il investit dans le pays. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il va acheter des biens, il va acheter. C'est ça l'intérêt. Alors que l'autre qui prend l'argent en devise aille à l'étranger, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que nous, on investisse. Merci. On va justement rester sur la modernisation du pays, la numérisation. On va écouter ensemble ce que dit le président Tebboune. التقدم والنمو الاقتصادي ما يكونش بلا رقمنة. يعني اليوم أستطيع أن أقول بعد إذنكم أن الجزائر دخلت في الرقمنة رسميا. ما نطولش فيما يخص المزايا تاع الرقمنة. بالنسبة للمواطن تسهل له الحياة تاعو، يعني كثير من المعلومات تصبح بدون ورق، وبين اتصال بينه وبين الإدارة تصبح بدون ورق. Tebboune dit que l'Algérie est entrée officiellement dans l'ère de la numérisation, alors que des partis politiques proches justement de Tebboune ont dénoncé le bourrage des urnes lors de ces élections passées. Hamid Lellou, votre commentaire. Vous pouvez aussi revenir sur le marché parallèle de la devise. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si on parle de numérisation telle qu'elle existe, telle est connue, ça va dans l'équation de numérisation égale démocratisation, égale transparence. Quand vous numérisez votre administration, vous ouvrez vos fichiers au public, sauf quand c'est classé secret, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, les chiffres que M. Abina nous a annoncés, s'il y avait une vraie numérisation, j'irai sur le site du ministère de l'Habitation et je vais trouver exactement combien de logements ont été construits, combien ils ont coûté, qui en a bénéficié, etc., etc., etc. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas parce que quand il y a transparence, ben, il n'y a pas de triche. Et ce système, c'est la triche, on le connaît. PIB 320, soi-disant, ils annoncent PIB à 420, mais 320, bon, si vous dites c'est 320, tant mieux. Officiel. Officiel, c'est bien. La Banque mondiale est fait bien, c'est eux qui le disent. Mais si vous voulez comparer avec l'Afrique, que je connais très bien, l'Afrique subsaharienne, est-ce que vous savez que Hamid Lellou, soyez bref, il nous reste qu'une minute pour vous et une minute pour Gamal non, mais Abina. je dis parce qu'il dit que les choses sont lentes et ça prend du temps, c'est la tradition algérienne. Je peux vous citer des pays, hein, le Kenya, la Mauritanie, l'Ouganda, je paye avec mon téléphone. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser PayPal, ils ont ce qu'on appelle une application M-Pesa. C'est parce qu'ils n'ont pas de banque, c'est pour ça. Il n'y a pas de banque, c'est pour ça. Il peut y avoir une perte. Non, mais parce que aussi le régime économique que nous avons est construit sur l'économie informelle. C'est difficile de donner un chiffre. D'ailleurs, de manière officielle, ils veulent même inclure 50 milliards de dollars dans le prochain PIB estimé sur l'économie informelle algérienne, ce qui est une stupidité, je l'ai entendu, vous ne pouvez pas nier ça, ils l'ont dit. Qu'est-ce que ça veut dire une économie informelle? Une économie informelle, c'est-à-dire que vous ne payez pas de taxes, c'est-à-dire que cet argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et si vous décidez de mettre 50 milliards de dollars d'économie informelle, vous décidez de les inclure
dans votre PIB, c'est-à-dire que vous êtes en train de fermer les yeux sur 35% de taxes, c'est-à-dire que ces 50 milliards ne sont pas taxés. Donc, il y a un manque à gagner de 35% sur les 50 milliards. Donc, faites vos maths. Et pourtant, ils veulent les faire rentrer dans l'économie Ça fait informelle. 17 milliards, hein. C'est 17 milliards. C'est OK, rapide. 17 milliards, c'est Merci, beaucoup. Ça, ils merci, disent entre me- 50 milliards et 100 milliards. merci Maintenant, Hamid, merci Hamid. Nous arrivons à la fin je vais de finir vite fait, c'est très Hamid, important ça. Hamid Lello. Au niveau des changes, moi j'ai ma théorie, mais la Banque centrale algérienne est complice. Parce que cet argent qu'on trouve cash dans le marché, il ne vient pas de l'étranger. Merci Le trafic Hamid d'argent Lello, ne se fait pas de merci. l'Europe Nous arrivons à la d'Algérie. fin de cette émission, s'il vous plaît. Gamal Abina, 30 secondes, si vous voulez, un mot de la fin. Simplement l'Afrique, moi je connais bien la question parce que j'ai un ami qui a participé En à la 30 fabrication de secondes, ces s'il banques vous plaît, numériques, en c'est pour 30 pallier à secondes. Oui, non, c'est bon. C'est juste pour pallier l'absence totale de système bancaire. Et c'est une idée intéressante, mais il y a des cadres juridiques qu'on doit mettre en place. Merci Gamal Abina, merci Hamid Lello. Nous arrivons à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Merci.